Chapitre 7. Évidemment, Constantin était beaucoup trop petit, mais dans son genre, il était assez beau. Il avait un visage vivant, provoquant, des cheveux clairs, des yeux bleu foncé. Il aurait presque pu passer pour un Américain. Il était bronzé et il avait de belles dents, mais je pouvais déceler immédiatement qu'il n'était pas américain. Il possédait ce qu'aucun Américain de ma connaissance n'avait jamais possédé, de l'intuition. Dès le début, Constantin a compris que je n'étais pas une protégée de Madame Willard. J'avais levé les sourcils de temps en temps ou bien laissé échapper de petits rires secs. Très vite, nous cassions tous les deux du sucre sur le dos de Madame Willard et j'ai pensé « Constantin ne m'en voudra pas si je suis trop grande, si je ne parle pas assez de langues, si je n'ai pas voyagé en Europe. Il sera assez lucide pour découvrir qui je suis réellement. » Constantin m'a conduite aux Nations Unies dans sa vieille décapotable verte, capote baissée. Les sièges de cuir craquelé marron étaient confortables. Il m'a avoué qu'il avait bronzé en jouant au tennis, et pendant que nous naviguions dans les rues en plein soleil, il m'a pris la main et il l'a gardée. Je me suis sentie plus heureuse que jamais depuis l'âge de 9 ans, quand je courais avec mon père sur les plages brûlantes, l'été qui a précédé sa mort. Pendant que nous étions assis dans un des auditoriums insonorisés et raffinés de l'ONU, à côté d'une fille russe tristement bâtie en athlète, sans maquillage, qui elle aussi était traductrice simultanée, je pensais qu'il était étrange que je ne me sois jamais rendu compte que je n'avais jamais été réellement heureuse que jusqu'à l'âge de 9 ans. Après, malgré le scoutisme, les leçons de piano, d'aquarelle, de danse, de voile, toutes choses pour lesquelles ma mère avait sué sang et eau, malgré le collège, le canotage dans la brume, avant le petit déjeuner, les gâteaux noircis au fond, et les idées nouvelles qui apparaissaient tous les jours, je n'avais plus jamais été heureuse. Je regardais au travers de la fille russe dans son tailleur croisé qui récitait idiome après idiome dans sa langue inconnaissable, ce que Constantin affirmait être le plus difficile, parce que le russe n'a pas les mêmes idiomes que notre langue. Je souhaitais de tout mon cœur voir me glisser dans son corps et passer le restant de ma vie à aboyer un idiome après l'autre. Peut-être ne serais-je pas plus heureuse pour autant, mais je serais un petit caillou efficace au milieu de tous les autres cailloux. Puis, Constantin, la Russe, le groupe d'hommes noirs, blancs et jaunes qui discutaient là-bas derrière leurs micros étiquetés ont semblé disparaître dans le vague. Je voyais leurs bouches s'ouvrir et se fermer sans un bruit, comme s'ils étaient sur le pont d'un navire en partance, m'abandonnant au milieu d'un immense silence. J'ai commencé à additionner toutes les choses que je ne savais pas faire. J'ai commencé par la cuisine. Ma mère et ma grand-mère étaient de si bonnes cuisinières que je leur laissais tout faire. Elles essayaient toujours de m'apprendre quelques recettes, mais je ne faisais que répéter « Oui, oui, je vois ». Et les instructions m'entraient par une oreille pour sortir par l'autre, si bien que je ratais tout. Alors personne ne me demandait de recommencer. Je me souviens de Jodie, ma seule amie au collège pendant ma première année. Elle m'avait fait des œufs brouillés chez elle un matin. Ils avaient un goût particulier. Quand je lui avais demandé ce qu'elle y ajoutait, elle m'avait dit « du fromage et du sel d'ail ». Je lui avais demandé qui lui avait appris ça, mais elle avait répondu « personne ». Elle y avait pensé, comme ça. Il faut dire qu'elle avait du sens pratique et qu'elle était licenciée en sociologie. Je ne savais pas non plus la sténo. Cela signifiait que je ne pourrais pas trouver un bon boulot après le collège.
Ma mère me répétait sans cesse que personne ne voulait d'une licenciée en lettres tout court. Par contre, une licenciée en lettres connaissant la sténo, ça, c'était autre chose. On se la disputerait. On se l'arracherait parmi les jeunes cadres en flèche, et elle prendrait en sténo lettres passionnantes après lettres passionnantes. Le problème était que j'avais horreur de servir les hommes en aucune façon. Je voulais dicter moi-même mes lettres passionnantes. En plus de ça, les petits signes de sténo que j'avais vus dans le livre de ma mère me semblaient aussi déprimants que de remplacer temps par t ou distance totale par s. Ma liste s'allongeait. Je dansais comme un pied. Je n'avais ni le sens du rythme ni celui de l'équilibre, et en classe de gymnastique, quand il fallait marcher sur un poteau étroit, avec un sac sur la tête et les bras écartés, je tombais à chaque coup. Je ne savais ni monter à cheval, ni skier, les deux sports que je rêvais de faire parce qu'ils étaient très onéreux. Je ne savais ni parler allemand, ni lire l'hébreu, ni écrire le chinois. Je n'aurais même pas pu situer sur la carte les petits pays perdus que ces hommes devant moi représentaient à l'ONU. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement superficielle, assise au cœur de l'ONU insonorisée, entre Constantin qui savait jouer au tennis et traduire simultanément et la fille russe qui connaissait tant et tant d'idiomes. Le problème était que cela faisait longtemps que je ne servais à rien, et le pire, que ce n'était que maintenant que je m'en rendais compte. La seule chose pour laquelle j'étais doué, c'était de gagner des bourses et des prix, mais cette ère-là touchait à sa fin. Je me sentais comme un cheval de course dans un monde dépourvu d'hippodrome, ou un champion de football universitaire parachuté à Wall Street dans un costume d'homme d'affaires, ses jours de gloire réduits à une petite coupe en or posée sur sa cheminée avec une date gravée dessus, comme sur une pierre tombale. Je voyais ma vie se ramifier sous mes yeux comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un avenir merveilleux. Une figue représentait un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre fille était une poétesse célèbre, une autre un brillant professeur, et encore une autre E.G., la rédactrice en chef célèbre. Toujours une autre. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Une autre figue représentait Constantin, Socrate, Attila, un tas d'autres amants aux noms étranges et aux professions extraordinaires. Il y avait encore une figue championne olympique et bien d'autres figues au-dessus que je ne distinguais même pas. Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes. Seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres, et assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une elles éclataient entre mes pieds sur le sol. Le restaurant que Constantin avait choisi sentait les fines herbes, les épices et la crème aigre. Pendant mon séjour à New York, je n'avais pas été fichu de trouver un seul restaurant comme celui-là. Je ne découvrais que des palais du hamburger, où l'on vous sert des hamburgers géants, le potage du jour, 4 sortes de gâteaux à la crème, face à un miroir éblouissant, le long d'un comptoir immaculé. L'entrée de ce restaurant rappelait celle d'une cave. On devait descendre 7 marches à peine éclairées. Des affiches de voyage recouvraient les murs noirs de fumée comme des fenêtres surplombant des lacs suisses, des volcans japonais, des velds africains, etc. Des bougies étaient fichées dans des bouteilles. Elles avaient répandu leur cire multicolore depuis des siècles, rouge sur vert, puis sur bleu, comme dans un tableau en relief. Elles jetaient un halo de lumière sur chaque table, faisant flotter les visages, les faisant danser comme des flammes. J'ignore ce que j'ai mangé,
mais après la première bouchée, je me suis senti beaucoup mieux. Il me semblait que la vision du figuier, avec toutes ces figues qui pourrissaient et jonchaient le sol, pouvait bien avoir été provoquée par le vide profond d'un estomac affamé. Constantin remplissait nos verres d'un doux vin grec qui fleurait l'écorce de pin, et je me suis entendu lui raconter que j'allais apprendre l'allemand, aller en Europe et devenir une correspondante de guerre comme Maggie Higgins. Arrivé au yaourt et à la confiture de framboise, je me sentais si bien que j'avais pris la décision de me laisser séduire par Constantin. Depuis que Buddy Willard m'avait parlé de cette serveuse, je trouvais que je devrais coucher avec un homme. Ça ne compterait pas de coucher avec Buddy, parce qu'il resterait toujours en avance d'un coup sur moi. Il fallait donc que cela soit quelqu'un d'autre. Le seul homme avec lequel j'ai jamais envisagé de coucher était un gars du Sud, amer, le nez en bec d'aigle. Il était de Yale, en visite un week-end dans notre collège pour découvrir que son flirt avait fichu le camp avec un chauffeur de taxi. Comme la fille vivait dans mon bâtiment et que ce soir-là j'étais la seule à ne pas être sortie, il était de mon devoir de le réconforter. À la cafétéria du coin, enfoncé dans un des box discrets aux dossiers immenses, avec des centaines de noms gravés dans le bois, nous avions bu café sur café et nous avions parlé sexe en toute franchise. Ce garçon, il s'appelait Eric. Affirmait trouver dégueulasse la manière dont les filles de mon collège se tenaient en pleine lumière sur le porche, parfaitement visibles dans les buissons, flirtant à mort avant le couvre-feu de 1 heure du matin, alors que tous les badauds pouvaient les voir. Après 1 million d'années d'histoire, nous ne sommes que des bêtes, constatait Eric avec amertume. Puis il m'a raconté comment il avait couché avec sa première femme. Eric allait dans une école du Sud réputée pour savoir fabriquer de parfaits gentlemen. Au moment de l'examen final, il y avait une règle implicite qui exigeait que vous ayez connu une femme. Connue au sens biblique, avait expliqué Eric. Donc, un samedi, il avait pris le bus avec quelques copains pour se rendre à la ville la plus proche, dans un bordel célèbre. La putain d'Eric n'avait même pas voulu enlever sa robe. Elle était grosse, plus très jeune du tout, avec des cheveux teints en roux, des grosses lèvres et une peau couleur de rat. Elle ne voulait pas non plus éteindre la lumière, et il l'avait donc prise sous une ampoule de 25 watts couverte de chiures de mouches. Cela ne s'était pas du tout passé comme prévu. Ça avait été aussi rasoir que d'aller aux toilettes. J'ai suggéré que peut-être si on aimait la femme, ce ne serait pas aussi rasoir. Mais pour Eric, l'idée que cette femme serait un animal comme toutes les autres cacherait tout. Alors, si jamais il aimait une fille, jamais il ne coucherait avec elle. Il préférerait aller au bordel et préserver sa femme aimée de toutes ces saloperies. J'avais pensé un moment que peut-être je pourrais coucher avec Eric, puisqu'il l'avait déjà fait et puisque, contrairement à la majorité des autres garçons, il ne semblait ni vicieux ni idiot quand il en parlait. Mais lorsqu'Eric m'avait envoyé une lettre dans laquelle il me disait que peut-être il pourrait être amoureux de moi, car j'étais tellement intelligente, tellement cynique, bien qu'ayant un joli visage qui d'ailleurs ressemblait étonnamment à celui de sa sœur aînée, j'ai su qu'il ne servirait à rien d'essayer. Je faisais partie de celles avec qui il ne coucherait jamais. Je lui ai écrit pour lui dire que malheureusement j'allais épouser un amour d'enfance. Plus j'y pensais, plus l'idée d'être séduite par un traducteur simultané à New York me plaisait. Constantin avait l'air mûr et plein de délicatesse. Je ne voyais personne à qui il puisse s'en vanter, comme le font tous les collégiens qui couchent avec une fille sur la banquette arrière de leur voiture et s'en vantent entre copains de chambrée ou membres de la même équipe de basket. De plus,
Il y aurait une ironie piquante à coucher avec un homme que Madame Willard m'avait présenté. C'était un peu comme si indirectement elle recevait une partie du blâme. Quand Constantin m'a demandé si je monterais dans son appartement pour écouter quelques disques de balalaïka, je me suis souri intérieurement. Ma mère m'avait toujours recommandé de ne jamais, sous aucun prétexte, aller dans la chambre d'un homme après une sortie, car cela ne pouvait signifier qu'une chose. J'adore la balalaïka, ai-je répondu. La chambre de Constantin avait un balcon qui surplombait le fleuve. On entendait les sirènes des péniches dans l'obscurité. Je me suis sentie émue, tendre et absolument certaine de ce qui allait inévitablement m'arriver. Je savais que peut-être je tomberais enceinte, mais cette pensée était floue, lointaine. Elle ne me gênait pas le moins du monde. Il n'y avait aucun moyen sûr à 100% de ne pas tomber enceinte, affirmait un article que ma mère avait découpé dans le Reader's Digest et qu'elle m'avait envoyé au collège. Cet article était écrit par une avocate, mariée, mère de famille. C'était intitulé « Défense de la chasteté ». Elle expliquait toutes les raisons pour lesquelles une jeune fille ne devrait coucher avec personne d'autre que son mari, et ce, uniquement après le mariage. Le point crucial de l'article consistait en ce que l'univers masculin diffère de l'univers féminin. Les émotions ressenties par un homme sont différentes de celles ressenties par une femme. Seul le mariage peut rapprocher correctement ces deux types de conception du monde et d'émotions. Ma mère affirmait que c'était le genre de choses qu'une jeune fille ne comprend que lorsqu'il est trop tard. Alors, il fallait bien écouter les conseils de gens qui en savent long sur ce sujet. Par exemple, ceux d'une femme mariée. L'avocate écrivait que les meilleurs hommes souhaitent rester purs pour leurs femmes, et que même s'ils ne l'étaient plus, ils souhaitaient néanmoins être ceux qui enseignent les choses du sexe à leur épouse. Bien entendu, ils allaient tenter de persuader des jeunes filles d'avoir des rapports sexuels avec eux, en affirmant qu'ils les épouseraient plus tard. Mais dès qu'elles avaient cédé, ils perdaient toute estime pour elles. Ils commençaient à dire que si elles avaient fait ça avec eux, elles le referaient avec d'autres et finiraient par ruiner leur vie. Cette femme achevait son article en disant qu'il valait mieux être prudente que désolée. De toute façon, il n'y avait aucun moyen sûr à 100% de ne pas se retrouver enceinte. Et alors là, on se retrouverait franchement dans la panade. À mes yeux, la seule chose que cet article ne semblait pas du tout envisager, c'était le point de vue de la femme. C'est peut-être chouette de rester pure et d'épouser un homme pur. Mais que faire s'il avoue soudain, après le mariage, qu'il n'est plus vierge, comme c'était le cas de Buddy Willard? Je n'acceptais pas l'idée que la femme soit obligée de rester chaste, alors que l'homme, lui, peut mener une double vie, l'une restant pure et l'autre pas. Finalement, je me suis dit que puisqu'il était si difficile de trouver un homme intelligent, vigoureux et encore vierge à 21 ans, alors autant oublier tout de suite l'idée de rester vierge moi-même et donc d'épouser quelqu'un qui ne l'était pas non plus. Comme ça, quand il commencerait à ruiner ma vie, je pourrais ruiner la sienne. Quand j'avais 19 ans, la virginité était une chose importante. Au lieu que le monde soit divisé entre catholiques et protestants, entre démocrates et républicains, entre blancs et noirs, ou même entre hommes et femmes, je le voyais divisé entre les gens qui avaient couché avec quelqu'un et ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Cela me semblait la seule différence fondamentale pour distinguer les gens les uns des autres. Je pensais que des changements spectaculaires allaient se produire le jour où je franchirais la barrière. Je croyais que je me sentirais comme ça, si jamais je visitais l'Europe. Je rentrerais à la maison, et si je me regardais de plus près dans un miroir, je pourrais distinguer les petites Alpes au fond de mes yeux. Alors, je pensais que si demain je me regardais dans une glace,
je verrai un petit Constantin de la taille d'une poupée, assis dans mon œil et qui me souriait. Nous avons flemmardé sur le balcon pendant environ 1 heure, allongés dans les 2 chaises longues écoutant les balakayas, une pile de disques entre nous. Il y avait une vague lueur provenant des lampadaires, de la demi-lune, des voitures ou des étoiles, je n'aurais su dire. Et si ce n'est qu'il me tenait la main, Constantin ne montrait aucune velléité de me séduire. Je lui ai demandé s'il était fiancé, s'il avait une petite amie, que sais-je. Je pensais que peut-être c'était ça la cause du problème, mais il me répondait que non, il était fier d'être libre. Finalement, j'ai senti une profonde lassitude couler dans mes veines, à cause de tout le vin d'écorce de pin que j'avais bu. Je crois que je vais m'allonger un moment. Je me suis négligemment rendu dans la chambre à coucher, et je me suis penché pour défaire mes chaussures. Le lit tout propre se balançait devant moi comme un canot de sauvetage. Je me suis complètement allongé et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu Constantin soupirer et quitter le balcon. L'une après l'autre, ses chaussures sont tombées par terre et il s'est allongé à côté de moi. Je le regardais secrètement à travers une mèche de cheveux. Il était allongé sur le dos, les mains sous la nuque, fixant le plafond. Les manches amidonnées de sa chemise blanche étaient remontées jusqu'au coude. Elle scintillait mystérieusement dans la pénombre et sa peau bronzée paraissait presque noire. J'ai pensé que c'était le plus bel homme que j'ai jamais vu. Je me disais que si seulement j'avais un visage plus vif, plus harmonieux, si seulement je savais discuter de politique avec perspicacité, si seulement j'étais une femme de lettres célèbres, sûrement Constantin me trouverait suffisamment passionnante pour coucher avec moi. Et puis, je me suis demandé si, une fois qu'il m'aimerait, il ne sombrerait pas dans l'ordinaire, s'il ne me trouverait pas défaut après défaut, comme j'avais fait pour Buddy Willard et avant lui bien d'autres. C'était toujours pareil. Je distinguais dans le lointain la silhouette confuse d'un homme idéal, mais dès qu'il s'approchait, je me rendais compte immédiatement qu'il ne ferait pas l'affaire. C'est une des choses pour lesquelles je ne voulais pas me marier. La dernière chose que je souhaitais, c'était bien la sécurité infinie et être l'endroit d'où part la flèche. Je voulais des changements, du nouveau, je voulais tirer moi-même dans toutes les directions, comme des fusées du 4 juillet. Je me suis réveillé au son de la pluie. Il faisait noir comme dans un four. Après un moment, j'ai aperçu les contours flous d'une fenêtre inconnue. De temps en temps, un rayon de lumière traversait l'air, traversait le mur comme un fantôme, comme un doigt explorateur, et il disparaissait à nouveau dans le néant. J'ai entendu quelqu'un respirer. D'abord j'ai cru que c'était moi, que j'étais couché à l'hôtel dans l'obscurité après mon empoisonnement. J'ai retenu mon souffle, mais la respiration a continué. Un œil vert luisait faiblement à côté de moi sur le lit. Il était divisé en quarts comme les boussoles. J'ai tendu la main doucement et je l'ai saisi. Je l'ai soulevé. Un bras a suivi, lourd comme un bras de cadavre, mais chaud de sommeil. La montre de Constantin indiquait 3 heures. Il était allongé en chemise et pantalon, avec ses chaussettes, exactement comme je l'avais laissé quand je m'étais endormi. Mes yeux s'habituaient à l'obscurité. J'ai pu discerner ses paupières pâles, son nez droit, sa bouche harmonieuse et tolérante. Mais ils avaient l'air immatériels, comme s'ils étaient dessinés à travers le brouillard. Pendant quelques minutes, je me suis penché sur lui pour mieux l'étudier. C'était la première fois que je m'endormais à côté d'un homme. J'ai essayé d'imaginer ce que serait ma vie si Constantin était mon mari. Cela signifierait qu'il faudrait que je me lève à 7 heures pour lui préparer des œufs au bacon, des toasts,
du café, Lambiné en chemise de nuit et bigoudi pour faire la vaisselle et le lit une fois qu'il serait parti travailler. Et quand il reviendrait après une journée dynamique et exaltante, il voudrait un bon dîner. Mais moi, je passerai la soirée à laver d'autres assiettes sales jusqu'à ce que je m'effondre dans le lit, à bout de force. Cela me semble une vie triste et gâchée pour une jeune fille qui avait passé 15 ans de sa vie à ramasser des prix d'excellence. Mais je savais que c'était ça le mariage. Du matin au soir, les seules occupations de madame Willard étaient le lavage, la cuisine et la vaisselle. Elle était femme de professeur à l'université et elle-même avait été professeure dans une école privée. Lors d'une visite rendue à Buddy, j'avais trouvé madame Willard dressant un plaid avec des morceaux de laine provenant de vieux costumes de monsieur Willard. Elle avait passé des semaines sur ce plaid. J'avais admiré les carreaux de tweed, marron, vert et bleu qui composaient le plaid. Mais une fois achevé, au lieu de l'accrocher au mur comme je pensais qu'elle allait le faire, elle l'avait jeté par terre pour remplacer le paillasson dans la cuisine. En quelques jours, il était souillé, terne, et il était impossible de le distinguer d'un paillasson ordinaire acheté pour moins d'1 $ dans n'importe quel prix unique. Je n'ignorais pas que derrière les roses, les baisers, les soupers au restaurant que les hommes déversent sur une femme avant de l'épouser, ce qu'ils souhaitent réellement une fois la cérémonie achevée, c'est qu'elle s'écrase sous leurs pieds comme le plaid de la cuisine de madame Willard. Ma mère m'avait raconté que dès qu'ils avaient quitté Reno pour leur lune de miel, mon père ayant déjà été marié avait dû demander le divorce. Mon père lui avait dit « Enfin, quel soulagement! Maintenant on va cesser de jouer la comédie et enfin être nous-mêmes. » À partir de ce jour, ma mère n'avait plus connu une minute de liberté. Je me souvenais aussi de Buddy Willard affirmant de sa voix sinistre et assurée qu'une fois que j'aurai des enfants, je me sentirai différente. Je n'aurai plus envie d'écrire des poèmes. J'ai donc commencé à croire que c'était bien vrai, que quand on est marié et qu'on a des enfants, c'est comme un lavage de cerveau. Après, on vit engourdi comme une esclave dans un état totalitaire. Je regardais attentivement Constantin, comme on observe un cristal inaccessible au fond d'un puits très profond. Ses paupières se sont soulevées. Il m'a regardé sans me voir. Ses yeux étaient remplis d'amour. Je le regardais sans dire un mot. Mais tout d'un coup, au milieu de son halo de tendresse, il m'a reconnu et ses pupilles dilatées sont redevenues brillantes et superficielles comme du cuir verni. Constantin s'est assis et a bâillé. « Quelle heure est-il » ? « Il est 3 heures, » ai-je répondu d'une voix éteinte. « Il vaut mieux que je rentre. Je dois être au bureau à la 1 heure ce matin. » « Je vous conduis. » Pendant que nous bagarrions chacun de notre côté du lit pour enfiler nos chaussures sous la lumière affreusement crue et gaie de la lampe de chevet, j'ai senti Constantin se retourner. « Vos cheveux sont toujours comme ça ?»« Comment, comme ça ?» Il n'a pas répondu, mais il a tendu la main vers les racines de mes cheveux et a laissé glisser ses doigts jusqu'au bout des mèches, comme un peigne. J'ai ressenti une décharge électrique et je suis restée sans bouger. Depuis que je suis toute petite, j'adore que quelqu'un me peigne les cheveux. Ça m'endort. Ça m'apaise. Ah, je sais ce que c'est. Vous venez de les laver. Et il s'est à nouveau baissé pour lasser ses chaussures de tennis. 1 heure plus tard, à l'hôtel, j'étais couché dans mon lit. J'écoutais tomber la pluie. On n'aurait même pas dit que c'était de la pluie, plutôt un robinet grand ouvert. La douleur de mon tibia gauche s'est réveillée et j'ai abandonné tout espoir de dormir d'ici 7 heures, quand mon réveil radio me réveillerait avec des interprétations matinales de Sousa. Chaque fois qu'il pleuvait, la vieille fracture se réveillait et elle ravivait une douleur sourde. J'ai pensé,
C'est Buddy Willard qui est responsable de cette jambe cassée. Et puis, non, je me la suis cassée moi-même. Je me la suis cassée exprès pour me punir d'être une gourde pareille.